Votre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et zadiste, est-ce que vous l'êtes? Est-ce que vous l'assumez? C'est marrant parce que quand on dit le mot zadiste pour le gouvernement, ça veut dire qu'on débarque avec des tentes quechua dans l'hémicycle et qu'on fait le siège. Moi, la ZAD, c'est un autre imaginaire. C'est l'imaginaire d'avoir défendu le bocage de Notre-Dame-des-Landes contre des pistes d'aéroports obsolètes. Et c'est aussi le souvenir de quelques années de détermination qui ont payé à la fin, puisque ces terres agricoles existent encore. Et vous savez, les zadistes, c'était des paysans amoureux de leur territoire sur lequel ils étaient nés, sur lequel ils cultivaient. C'était des amoureux de la nature, de la randonnée et quelques personnes déterminées qui, oui, ont sauvé un bout de nature. Aujourd'hui, il y a une convergence des luttes environnementales et sociales. Et donc, on va faire la ZAD maintenant pour les droits sociaux, parce que climat, retraite, même combat. Donc, vous assumez de créer des zones de non-droit? Ce pas des zones de non-droit, ce sont des zones à défendre. Qui a dit que les ZAD étaient des zones de non-droit? Quand une minorité cherche à imposer sa loi avec des méthodes d'occupation antidémocratiques, comment vous appelez cela? Antidémocratique? Moi, je peux vous citer d'autres citations, si vous voulez. Je peux vous dire que si la richesse n'est pas partagée, alors la société se divise. Et ça, c'est le pape François. Donc, vous voyez, chacun peut être subversif avec des gens plus ou moins subversifs. Mais je vous pose de nouveau la question. Quand une minorité impose sa loi, comment vous appelez ça dans un pays? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que les gens qui sont opposés à cette réforme sont majoritaires. 84% des Français la rejettent. 2/3 des Français pensent qu'il faut des manifestations dans ce pays. Je parle d'une ZAD. Est-ce que vous avez un problème avec la démocratie? Mais vous avez entendu ce que j'ai dit sur la ZAD? Vous n'avez peut-être pas écouté entièrement la phrase. J'ai dit qu'il fallait faire la ZAD à l'Assemblée dans le respect du règlement intérieur. Mais comment on fait ça dans le respect quand une minorité impose sa loi à la majorité, comme ce qui est fait dans une ZAD? Je comprends Mais c'est pas ça, une ZAD. C'est pas ça, une ZAD. Une ZAD, c'est que des générations actuelles se battent pour les générations futures. C'est qu'on pense le long terme plutôt que le court terme. C'est qu'on pense le bien vivre collectif plutôt que le profit. C'est ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale. Et si ce que vous voulez me faire dire, c'est que vous êtes contre la brutalité des débats, alors aujourd'hui, il faut être clair sur une chose, c'est que c'est le gouvernement qui va brutaliser les débats en choisissant tous les modes. Est-ce que vous êtes pour les règles, la loi et la démocratie? Oula, ça fait peur quand vous le dites comme ça. Non, pourquoi? Mais la démocratie, oui, je suis pour. Et je pense qu'à un moment, la démocratie, c'est aussi poser les vrais sujets. C'est éviter de nous faire, comme ça, focaliser sur les retraites, c'est-à-dire s'en prendre à tout le monde et en particulier aux plus faibles dans ce pays, plutôt que de discuter globalement du travail, de discuter globalement de la répartition des richesses. C'est ça qu'on veut. Et je peux vous dire que je suis en tout cas pour des débats où on prenne le temps de discuter quand c'est des sujets aussi importants et que c'est ce que le gouvernement ne fait pas, puisqu'il nous propose des réformes tronquées. Ils nous prennent pour des abrutis en nous proposant des compromis qui n'en sont pas, et ils nous prennent les modes parlementaires qui font qu'il y aura le moins de débats possible. Vous voulez discuter, dites-vous. Gérald Darmanin a dénoncé un chantage à une forme de dictature après que la CGT Énergie ait évoqué des coupures de courant pour les élus qui soutiennent la réforme. Et précisément, le secrétaire général de la CGT Énergie a dit « On va aller voir ceux qui veulent la réforme, qui la soutiennent, ceux-là, on va s'occuper d'eux ». Vous dénoncez de tels propos ? Bah oui, moi je dénonce le fait que Gérald Darmanin utilise le mot de dictature parce que les mots ont un sens et il est ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur, il est là pour faire respecter l'état de droit et pour mettre du lien dans la société. Il est le garant des institutions. Et le garant des institutions, mais lui aussi il est ministre. Et donc dans un pays, dans un état de droit, le ministre de l'Intérieur ne peut pas parler de dictature pour des gens qui rentrent en mobilisation sociale contre une réforme qui est injuste. Est-ce que vous dénoncez les propos de ce syndicaliste ? Mais on peut dénoncer ce qu'on veut. Mais quand on est responsable politique, notre rôle, c'est aussi d'être en phase avec la société. Comment vous appelez le fait de faire pression sur des élus de la République en les menaçant? Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est que quand il y a eu les Gilets jaunes, tout le monde a dit on ne l'a pas vu venir, etc. Sur le réchauffement climatique, Emmanuel Macron a dit qui aurait pu prévoir que. Donc, comme ils ont du mal à prévoir, là, on va leur prévoir exactement ce qui va se passer. C'est que les gens sont en colère et n'en peuvent plus. Nous sommes dans un pays où les élus se font souvent malmener, voire attaquer. Vous ne voyez aucun risque? Mais il y a des élus qui malmènent aussi les Françaises et les Français. Et donc, ils méritent d'être menacés? Je ne vous dis pas ça, je vous dis que quand un ministre de l'Intérieur parle de dictature, que les mots ont un sens et que ce n'est pas de nature à apaiser le débat public. J'ai entendu. Si vraiment il veut s'occuper du lien social dans ce pays, qu'il arrête ces réformes injustes dont on sait depuis des années et encore plus depuis des mois, que s'il persiste dans cette voie, ça va mettre le pays à feu et à sang. Et donc je veux bien que pendant des semaines, on nous explique que c'est de notre faute, à nos partis de gauche. La réalité, c'est qu'on sait exactement à quoi s'attendre en allant par là. Vous dites que les mots ont un sens. Quand on fait une menace ainsi par rapport à des élus, ma question est simple. Est-ce que vous le condamnez ce matin, oui ou non? Peut-être que... moi, dans ma formation politique, je suis très attachée à la non-violence et à la désobéissance civile dans le respect de ça. Mais ce n'est pas mes méthodes. Ce ne sont pas mes méthodes. Sur les élus. Franchement, je vais vous dire, moi je condamne cette réforme qui va amener à de l'outrance partout. Vous voulez pas me répondre? Et donc, non.
Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est que je suis... C'est incroyable. Dites-moi c'est alors très clair. que vous êtes je vous dis que mes méthodes sont non violentes et que la désobéissance civile, pour moi, donc a un principe, ou pas la non-violence. C'est pas par là que je partirai, mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand les gens disent on va bloquer le pays, ou là là, les Français vont souffrir, peut-être qu'il faut passer par quelques jours, quelques semaines de souffrance collective pour éviter des années de souffrance sociale qui sont déjà présentes. La défiance, la méfiance et souvent la violence à l'égard de nos élus. Je rappelle, nous sommes dans un pays où ils sont parfois malmenés, où il y a un anti-parlementarisme. C'est sûr, et en tant qu'élu de l'opposition Rassemblement National Alain Beaumont, je suis quand même très bien placée pour le savoir. Mais ce que je vous dis, c'est que si on veut faire baisser la défiance dans ce pays, alors chacun doit y mettre du sien. Et s'entêter dans cette réforme dont on sait depuis des années où elle va nous mener socialement, c'est aussi une erreur de la part du gouvernement et c'est facile de reporter toujours la faute sur les syndicalistes. Mais il y a un climat quand même global dans ce pays de criminalisation des écologistes, de criminalisation des syndicalistes. Est-ce que vous ne participez pas à le nourrir en ne dénonçant pas ce matin de tels propos? Je vous ai dit que ça n'était pas mes méthodes et que c'est pas comme ça que je ferai. Mais vous n'arrivez pas à dire ce matin que vous les dénoncez. Si vous voulez, je peux vous dire que le problème dans ce pays, ce sont les syndicalistes. Vous avez l'air d'y tenir. Donc le problème dans ce pays, ce sont les pauvres, les manifestants et les syndicalistes. Il n'y a pas de problème sur les élus et une forme de violence autour de ces élus? Il y a beaucoup de violence dans ce pays, c'est ce que je vous ai dit exactement. Et que si on veut faire baisser la défiance, commençons par regarder les vrais problèmes de ce pays où les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Peut-être que beaucoup de nos problèmes viennent de là aussi. On va en parler. Mais prolongeons sur ce sujet. S'il y a des débordements, personne ne le souhaite. S'il y a de la classe, personne ne la souhaite. S'il y a des dégradations en marge des cortèges par les Black Blocs, comme malheureusement c'est souvent le cas avec les manifestations en France, vous condamnerez ces violences. Mais alors, donc 4e édition, mes méthodes sont la désobéissance civile et la non-violence, qui est quelque chose de fondateur pour beaucoup d'écologistes auxquels nous sommes formés, auxquels nous formons, quand Gérald Darmanin ne nous empêche pas d'organiser ces formations, puisque c'est quand même ce qu'il fait depuis des semaines en France. Donc votre voix est entendue. Ce matin, si vous Mais dites, vous savez, les manifestants, ils ont envie de manifester aussi dans la sécurité. Donc, en tant que responsable, moi, ça fait très longtemps que je ne vois plus, par exemple, de familles avec des enfants dans les manifestations. Et ça me perturbe. Pourquoi ? Parce que les politiques du maintien de l'ordre dans ce pays sont un échec. Ah bon ? Il n'y a pas d'infiltration de l'ultra-gauche, de Black Bloc ? Évidemment. Mais la manière dont a été organisée, notamment par le préfet allemand, le maintien de l'ordre dans ce pays depuis des années, a provoqué C'est Monsieur Nunez aujourd'hui. Une densification. Oui, mais l'escalade s'est faite avec Monsieur Allemand qui est resté très longtemps en poste. Pour le coup, tout ce qui se passait, c'était quand même assez étonnant. Et ça a provoqué une escalade des violences qui n'est pas organisée par moi, ni par les écologistes, ni même par la CGT Énergie, puisque les corps constitués qui organisent ces manifs sont plutôt celles et ceux qui font en sorte que ça se passe bien. Et c'est les premiers qui sont pénalisés, c'est ceux qui sont dans les cortèges. C'est pas M. Darmanin qui est en Espagne. En tant que responsable politique, vous dites et vous condamnez s'il y a des violences par l'ultra-gauche et l'infiltration des Black Blocs, vous dites je condamne, clairement. Mais vous pensez que j'ai envie de me retrouver entre des gaz lacrymaux et des parpaings ? Mais dites-moi oui, je condamne, point. Mais je vous le redis. C'est pas mes méthodes. En tous les cas, ça qu'on est là. Il y a quelque chose que vous dites clairement, c'est que vous souhaitez une France sans milliardaires. Les pauvres vous disent merci, Madame Tondelier. Est-ce que vous venez d'être éradiquée par cette proposition la pauvreté en France ? Mais il est faux de penser qu'en fait, on aide les pauvres avec plus de milliardaires. C'est ce qu'on essaye de nous raconter. Je vois depuis hier les ministres, un par un, même Michel Sardou, monter au créneau pour nous expliquer que les milliardaires sont une chance pour la France. C'est faux. Plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres. C'est ce qu'on voit depuis des années. Et je pense que quand on parle de milliardaires, c'est marrant parce que j'ai vu des gens monter au créneau sur les réseaux sociaux, peut-être en se sentant eux-mêmes attaqués. Mais les gens qui me répondaient n'étaient pas du tout milliardaires. Milliardaires, je pense que c'est tellement d'argent qu'on ne se représente pas ce que c'est. Quel niveau pour vous ? Non mais Monsieur Bernard Arnault, c'est pas qu'il a 1 milliard, il a 213 milliards d'euros. Pour qu'on se représente bien, si un Français, depuis l'armistice le 11 novembre 1918, avait gagné chaque jour au loto et chaque jour le gros lot de 2 millions d'euros, tous les jours, pendant 37 000 jours, il a quand même beaucoup de chance, ce monsieur. Aujourd'hui, il n'aurait même pas la moitié de la fortune de Bernard Arnault. Monsieur Bernard Arnault, ce sont des milliers d'emplois créés, ce sont des milliards à la France rapportés grâce à LVMH, à ses exportations, alors qu'en politique, on trouve parfois des millionnaires rentiers qui font carrière. Qu'est-ce que vous préférez ? Qu'est-ce qui rapporte mieux à la France ? Moi, je pense que le travail doit payer, que le mérite, le talent, l'effort, tout ce que vous voulez, on peut se dire ça. Mais quel talent, quel mérite, quel courage, quel effort fait qu'on mérite d'avoir autant d'argent ? Il ne sait même pas quoi en faire. Et surtout, c'est un péril social, mais c'est un péril climatique. Ils sont les ennemis du peuple aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les éliminer ? Peut-être même les rééduquer ? Non, mais c'est pas les éliminer. Vous dites la France sans milliardaires. Oui,
en répartissant mieux les richesses, parce que c'est le rôle de l'État. Vous savez, le capitalisme, il est amoral. C'est pas qu'il est immoral. La morale n'entre pas en ligne de compte dans le capitalisme, et l'environnement d'ailleurs non plus. C'est normal, c'est comme ça, c'est un calcul économique. Et donc le politique et la société sont là pour encadrer ce capitalisme. Et aujourd'hui, excusez-moi, ça n'est pas fait. Et après depuis les années 80, le capitalisme est de plus en plus dérégulé. Et après les milliardaires, ce sera autour de qui? Des millionnaires. Et après les millionnaires, ce sera autour de qui? À partir de quel seuil de revenus et de fortune vous estimez qu'on est bon ou pas pour ce pays? Vous me prenez à partie là-dessus, mais c'est intéressant la manière dont le débat se renverse. On est aujourd'hui en train de se dire, dans ce pays, il y a une urgence à trouver de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a donné 20 milliards aux entreprises, le gouvernement, 20 milliards par an rendus aux entreprises. Et donc, il manque 18 milliards pour financer les retraites. On peut faire un petit parallèle entre les deux sommes. Et donc, tout le monde va devoir travailler plus longtemps. Et à aucun moment, on se dit que peut-être, si effort il faut faire, peut-être qu'il faut faire des efforts, mais peut-être que c'est pas à toutes celles et ceux qui travaillent et à qui on rajoute 2 années de plus en fin de carrière de les faire, et peut-être que l'argent existe autre part. Pendant la crise, qui manifestement n'était pas la crise pour tout le monde pendant le Covid, les 5 milliardaires les plus riches en France ont vu leur fortune multipliée par 2. Mais vous faites des milliardaires une cible. Est-ce que vous allez faire une liste demain avec justement les familles ou les milliardaires qu'il faudrait éliminer symboliquement de votre point de vue? Vous imaginez une telle rhétorique aujourd'hui? Des richesses. On s'interroge sur ce qui est juste ou pas. Mais vous pouvez me citer un pays, dans la France. Vous pouvez me citer un pays où on vit mieux et plus heureux parce qu'il n'y a pas de milliardaires? Un pays dans le monde. Mais moi, je vais vous retourner votre question. Alors, la France, comme c'est pas moi qui ai fait la proposition, la France est le pays où les retraités vivent le mieux. Et aussi le pays où on part à un âge plutôt tôt par rapport à d'autres pays en France. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut toujours se comparer avec plein de gens. Moi, je vous dis, si vous voulez comparer, que les pays où on part plutôt tôt en retraite sont aussi les pays où les retraités vivent le mieux. Est-ce que vous pouvez citer donc un on pays, arrête pays si on prend, votre raisonnement, du coup, on reste à 62 ans. Il n'y a pas de pays heureux sans milliardaires. Un pays. Vous dites la France sans milliardaires. Y a-t-il des pays heureux, Madame Mabrouk? Il y a des milliardaires partout. Et donc, si on parle dans la rhétorique comme ça, on peut raisonner pendant des heures. Moi, ce que je vous dis, c'est que qu'il y ait des gens riches, très très riches, ok, mais à ce niveau-là de richesse, multiplier par 2 cette fortune pendant le Covid, qui n'était pas la crise pour tout le monde, grâce à l'argent que nos impôts ont injecté dans le système. À partir de quel niveau de revenu on est riche pour vous? Eh ben, je souhaite qu'on ait un débat national sur cette question, et je peux vous dire que 1 milliard, j'arrive même pas à me représenter ce que c'est et ce qu'on peut faire avec. Et je trouve que 1 milliard, peut-être que ça suffit, et que 213 milliards, peut-être que c'est beaucoup, surtout quand cette fortune a doublé pendant le Covid. Et c'est pas parce que M. Arnault a vendu plus de sacs à main. C'est parce que ses actifs, le prix de ses actifs a augmenté. C'était sans effort, sans travail supplémentaire. En tout cas, rien qui mérite des emplois créés. Vous parlez jamais des emplois créés. Vous parlez jamais de la richesse rapportée. Vous parlez jamais de l'image de la France. Je vais vous en parler de la richesse rapportée. Depuis 2020, au pays, dans toute la richesse qui a été créée en France, 2/3 a été captée par les 1% les plus riches. Et les 99 autres se sont récupérés 1/3. Moi, évidemment que je souhaite qu'on crée de la richesse, et je vais vous dire, je suis une amoureuse des entrepreneurs. Je trouve que c'est des gens qui sont courageux, qui prennent des risques, qui font avancer la société, qui créent des innovations. Votre expérience du monde du travail? Mais il faut que ce soit juste. Marine Tondelier, et d'ailleurs, si on crée des richesses, pourquoi les salariés qui sont quand même, il y a le capital, il y a le travail, pourquoi les salariés ne sont pas aussi bénéficiaires d'une partie de ces richesses créées? Quelle est votre expérience du monde du travail, de l'entreprise? Dans quelle entreprise, groupe vous avez travaillé? Moi, j'ai travaillé pour une fédération d'associations pendant 5 ans. Et je peux vous dire que j'avais une expérience quotidienne de ce que c'est que de gérer des budgets, de gérer des salaires. C'était le monde du travail. Quand vous gérez une structure avec 600 salariés en France, oui, c'est le monde du travail. Vous gérez des conventions collectives, vous gérez les réformes du ministère du Travail qui font que vous devez changer, y compris vos grilles de salaire. Combien de recrutements, combien d'emplois vous avez créés par rapport aux gens que vous dénoncez qui ont créé des milliers d'emplois? Vous, dans votre carrière, dans votre vie, combien vous avez créé d'emplois? Si ce que vous dites, c'est qu'il faut créer de la richesse pour créer de l'emploi, oui. Je ne vois pas en quoi le fait que M. Arnault ait 213 milliards plutôt que 1 milliard en crée plus en France, par ailleurs, qui plus est. Mais c'est la valeur de son entreprise, c'est pas sur son compte en banque. Qui est tellement précieux pour la France. M. Arnault, qui est tellement précieux pour la France, a d'ailleurs demandé la nationalité belge pour que ses enfants ne payent pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez? C'est la valeur d'une entreprise. C'est ça qu'il faut attaquer pour vous? C'est un patrimoine qu'il faut attaquer, y compris un outil de production? Non, mais évidemment qu'il faut que les entreprises aient de la valeur, mais la question c'est à qui bénéficie cette valeur et pourquoi les salariés n'ont pas plus de poids dans la gouvernance de l'entreprise. Peut-être que si c'était le cas, c'est une proposition que les écologistes défendent depuis longtemps, alors la création de richesse serait mieux répartie, et peut-être qu'en associant davantage les salariés à la gouvernance des entreprises, on serait plus heureux aussi au travail, parce qu'on aurait des gens qui prennent, dans ceux qui prennent les décisions, qui sont au quotidien au travail. Il y en a un qui n'est pas heureux. Vous voyez, me reprocher de ne pas connaître le monde du travail, c'est un peu populiste. Je vous ai posé une question. Si vous étiez dans une entreprise ou un groupe, tout simplement. Je vous ai répondu. Il y en a un qui n'est pas heureux en vous écoutant. Pourquoi? C'est Michel Sardou. Oui, alors j'ai vu qu'il était un peu inquiet de mes propos, et c'est de nature à me rassurer.
Il y a une chanson que vous aimez de Michel Sardou? Femme des années 80, je pense que quand on écoute Femme des années 80, on comprend le problème dans ses propos en 2022. Général d'infanterie, PDG, parler si langue, ceinture marron, c'est pas mal. Et con, comme il m'a dit hier, puisque ce monsieur m'a insulté à la télé. Je pense que, par exemple, l'âge de la retraite pourrait être avancé pour Michel Sardou. On voit des fois que déjà quand ça commençait mal, ça peut partir de plus en plus mal. Moi franchement, je l'ai entendu hier, il trouve que Greta Thunberg est complètement excitée, c'est mal la connaître, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid. Il trouve que c'est très frustrant dans sa vie de ne pas pouvoir rouler à plus de 130 km sur l'autoroute, plein de gens s'en remettent, et il trouve que les milliardaires c'est super, que vous devriez parler d'écologie. D'accord, mais il a aussi le droit de pas insulter les gens. Il a aussi le droit de pas insulter les gens. Merci Marine Tondelier. Merci bon courage pour cette journée de mobilisation et à bientôt. À bientôt.